Dans le prolongement de la Corse, vers le sud, au milieu du bassin occidental de la Méditerranée, se trouve une île sœur, au paysage tout aussi enchanteur que ceux de Corse, moins montagneux, il est vrai, mais tout autant sauvage. Cette île, c'est la Sardaigne, bien entendu, une terre à la morphologie bien différente de sa sœur jumelle. Malgré une naissance commune, il y a une vingtaine de millions d'années. La Corse et la Sardaigne se sont en effet toutes deux détachées du rivage sud de la France et ont dérivé ensemble au milieu de la mer, à la faveur des mouvements tectoniques. Mais si leurs origines furent communes, ces îles s'opposent par leur configuration géographique autant que par leur histoire. La Corse est une montagne granitique au relief très accidenté. La Sardaigne est plus plate, plus agricole, plus vallonnée. Surtout, elle possède de vastes étendues calcaires à l'est et au sud, alors que ces terrains-là sont extrêmement rares en Corse. Il en résulte des paysages incroyables qui rappellent un peu les calanques entre Marseille et Cassis, si ce n'est qu'ils sont parfaitement déserts et naturels. Ils sont comme étaient les calanques à la genèse du monde, lorsque les hommes n'avaient pas encore colonisé ces espaces, construit des ports et des villes. Dans ce paysage d'immense douceur, Paul et Karine éprouvent peut-être les mêmes sentiments qu'Adam et Ève, foulant pour la première fois ce morceau de paradis que Dieu leur avait confectionné. Dans les parois calcaires qui bordent les étendues sableuses du rivage, d'immenses bouches évoquent les anciennes rivières souterraines qui alimentaient jadis ces massifs. Ce sont des grottes interminables dont les multiples galeries forment d'immenses réseaux ténébreux et totalement inaccessibles. Ils s'enfoncent dans le sol jusqu'à un monde secret, seulement connu à travers de fabuleuses légendes, car aucun homme n'a jamais parcouru, ne serait-ce que le 10e de ce réseau souterrain. C'est pas possible. Aucune trace du butin. Et pourtant, c'est dans un endroit similaire à celui-ci, une grotte, que j'ai lu dans un ouvrage. À l'époque de la conquête espagnole, les Espagnols sont venus ici en Sardaigne avec une flotte. Et à leur tête, il y avait le duc de Montemar, qui s'appelait José Carrillo Almondros de Montiel. Eh ben dis donc, tout ça. Lui, c'était un filou. Hein. Lui, tu sais ce qu'il avait? Il avait des corsaires à sa solde. Et là, les corsaires arraisonnaient tous les bateaux qui passaient par ici. Et il aurait amassé un véritable trésor. Ça, c'est intéressant. Mais j'imagine que ton duc a dû arriver par la mer. Parce que je ne le vois pas trop en train de marcher sur les sentiers interminables à flanc de falaise. Et sachant qu'ici, sur cette partie de la Sardaigne, on a les montagnes les plus hautes. Oui, oui. Hein, de l'autre côté, c'est tout plat, sur la partie ouest. Bien entendu, le duc était raffiné. Donc il a dû préférer arriver ici, voir ces belles plages, ces petites criques, ces grottes, ces falaises. Il a dû mouiller son navire au large, arriver ici avec son escouade, embarque, sauter du bateau. Elle me plaît, cette terre de Sardaigne. Un film, Cette quoi. eau bleue. Ah bah oui, un film. D'ailleurs, c'est pas là qu'on a tourné le James Bond avec Roger Moore? Comment il s'appelait? L'espion qui m'aimait. C'est ça. Ça y ressemble, mais je crois que le film a été tourné, enfin la scène a été tournée vers le nord-est de la Sardaigne, vers un peu plus haut qu'ici, quoi. Ah oui? Ici, c'est une plage inaccessible, alors que là-bas, c'était plus facile pour tourner James Bond. C'est même complètement isolé. Ouais. Mais ces grottes sont vraiment fabuleuses. C'est un vrai repère de pirates. Hein. Quoi, des pirates des vrais? Eh oui, des vrais. Ici, c'était un endroit très retiré. Au XVIe siècle et au XVIIe siècle, il est connu, hein, c'est un repère, c'est même le fief. Mais c'est vrai que la Sardaigne est très bien située en plein cœur du bassin méditerranéen et c'était quand même une place très importante. Ah oui, Parce que tous ces bateaux se déplaçaient à la rame. bien sûr. Alors du coup, il fallait s'arrêter pour reposer les rameurs.
pour se réapprovisionner en eau. Et c'est vrai que ces endroits complètement isolés devaient être vraiment très intéressants pour tous ces pirates. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais tu crois qu'ils se cachaient vraiment là-dedans? Ben, pas toute l'année, bien sûr, parce que tu sais qu'à l'époque, on ne prenait pas la mer l'hiver. Tu l'as dit, il y avait les rames, après sont arrivées les voiles, mais il y avait les tempêtes. Donc les bateaux, ils naviguaient plus ou moins, lorsque la mer était calme, d'avril à octobre. Donc c'était leur grotte estivale. Et là, ils pouvaient se reposer et armer leur bateau. Et quand ils voyaient un navire marchand passer devant leur grotte, eh bien, ils allaient l'attaquer. Et en même temps, ils ne pouvaient pas être repérés par la suite. Qui peut trouver quelqu'un dans ce genre d'endroit? Non, c'est sûr. Mais par contre, il doit forcément y avoir des coffres remplis d'or ou de pierres précieuses là-dedans. Eh oui, parce que là, on est dans une grotte, sachant que le duc est passé par ici. Là, on est à l'ouverture, on voit la mer. Mais à l'intérieur, la grotte, elle va se creuser sur des kilomètres et des kilomètres. Et en plus, bon, ça a été creusé par l'eau. Non pas par la mer, mais par l'eau qui va traverser la montagne. Et puis à l'intérieur, tu as des passages secrets. Des fois, tu empruntes des petits corridors, tu passes. Il y a des fissures, il faut se frayer un passage. Il y a plein de souterrains, que des cachettes secrètes. Et là, il y a très peu de personnes qui connaissent ces coins. Les locaux, les anciens les connaissaient. Hein. Et les anciens, eh bien, ont informé peut-être des gens, les corsaires, qui auraient pu cacher. Mais enfin, mon cher, fermez la bouche. Le trésor! Tu sais, tu disais que s'il y a des failles étroites, enfin, tu risques de pas passer, non? Fais attention quand même. Paul et ses histoires de trésors. Tu as bien raison, Karine. Paul est resté un grand enfant, nourri aux récits d'explorateurs, d'aventuriers chevaleresques et de trésors enfouis. Ceci dit, il arrive que l'on trouve de véritables trésors, car dans les temps anciens, il n'existait pas de banque où mettre à l'abri sa fortune, surtout s'il s'agissait du fruit de la piraterie. Il était alors de coutume, durant tout le Moyen-Âge et au siècle suivant, d'enfouir ces deniers dans des endroits secrets. Et comme la vie était périlleuse et très incertaine, il arrivait que les propriétaires ne puissent jamais revenir les récupérer. C'est ainsi que l'on retrouve parfois de vieux trésors enfouis, enfermés dans un vase ou dans un coffre, dissimulés provisoirement au fond d'un trou ou d'une cavité, depuis des siècles et des siècles. Et Paul a raison de croire au fort potentiel de la Sardaigne, car l'île a connu des siècles de razzias morts avant que les seigneurs, alliés de la papauté, ne reconquièrent cette terre, fief après fief. Cette reconquête n'arrêta pas pour autant la guerre, car la Sardaigne devint un enjeu d'importance dans la lutte que se livraient les puissances maritimes en Méditerranée. Gênes, Pise, l'Aragon, tous rêvaient de dominer cette plateforme portuaire, si capitale pour le commerce maritime. Si l'Aragon l'emporta en définitive, ce fut au prix de nombreuses guerres féodales. Alors oui, cette histoire mouvementée est de nature à avoir favorisé les caches secrètes et les trésors enfouis. Et si Paul semble se prélasser dans cette divine nature qu'il affectionne tant, vous pouvez être certain qu'il n'a pas pour autant oublié ses rêves de fortune et cogite en secret aux meilleurs endroits pour débuter ses recherches. Car c'est dans le calme et la sérénité que Paul est le plus créatif et que son esprit gagne en perspicacité. Moi, le trésor du duc!
Force est de constater que cette côte sauvage offre un terrain de jeu incroyable, avec ses falaises calcaires percées d'innombrables cavernes et ses passages mi-terrestres, mi-marins qui forment sous les voûtes de véritables labyrinthes. Ah, les amis, que d'aventures extraordinaires peuvent ainsi être imaginées dans ce décor de cinéma, de poursuites imaginaires entre gendarmes et voleurs, de chasse aux trésors fabuleuses. Cette côte est de la Sardaigne est un véritable joyau de nature, où tout à chacun peut trouver son bonheur. Les fonds rocheux sont admirables et les pieds dentelés de ces falaises offrent aux plongeurs et aux plaisanciers des points de vue époustouflants. Entre deux massifs, de belles étendues de sable blanc procurent un repos mérité à ceux qui préfèrent la douceur du farniente et les bains de soleil. Dans ces écrins de quiétude et de douceur, l'homme oublie la pression du nombre et retrouve les joies simples de l'enfant, l'émerveillement spontané devant la beauté du monde, la paix de l'âme et les rires perdus d'antan. Le secret de cette côte sarde de la région de Nuoro est lié à son inaccessibilité, car c'est elle qui a préservé la zone de toute urbanisation. Il faut dire que le Nuoro concentre la majeure partie des montagnes de l'île. C'est une région reculée, très peu peuplée, qui a gardé son caractère authentique au fil des siècles. La langue des habitants de la contrée est d'ailleurs mystérieuse, bien différente des autres langues régionales de la Sardaigne. Selon certains linguistes, elle formerait, avec le basque, un des rares exemples de langue qui ne soit pas d'origine indo-européenne. Preuve, s'il en faut, du grand isolement de ces populations à travers l'histoire. Mais qu'est-ce que tu fais de là toute seule? C'est dangereux, il faut faire attention, il y a plein de pierres qui roulent. Attends-moi. C'est parce que je voulais m'asseoir là. Bon, t'as menti tout d'avant. Ça oui. On dirait le trou de la bombe à baver. Ça y ressemble, mais celui-ci est beaucoup plus grand, 15 mètres de diamètre environ. Et puis regarde-moi ça à la vue sur le golfe de Rosé. C'est sensationnel, hein. Je n'ai jamais vu d'aussi gros. Moi non plus. Pourtant, j'en ai vu des arcs. Hein. C'est magnifique. Pop, 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 pop. Ah, Diane. Celui-ci s'appelle l'arc de Soupir. Regarde-moi ça à la vue. Venez, pénétrez dans mon arche, ma chère. Wouhou! Quelle hauteur! C'est énorme. Waouh! On va bien rester un petit moment là. Ah oui. On va contempler la vue sous l'arche. 6 mois. Super. Et dire que tout ça s'est fait avec un boulet de canon. Un boulet de canon. Eh oui. N'importe quoi. Il y avait la flotte espagnole au large. Ici, il y avait les pirates qui se cachaient dans les montagnes. Et pour déloger tous ces pirates, les navires espagnols ont canonné leur position. Et là, il y a un boulet de canon qui est venu s'exploser sur cette partie de la montagne et a formé un premier trou. Et ensuite, durant des millénaires, avec la pluie, le vent, le sel, ça a formé cette arche magnifique. C'est pas fini de me raconter des âneries. C'est vrai, c'est des histoires de pirates. Car la Sardaigne s'est spécialisée dans la piraterie, très tôt à l'époque des Génois. On dit toujours, oui, les pirates, c'est 16e, 17e siècle, les barbaresques, les pirates ottomans.
Mais depuis qu'on navigue sur les mers, eh bien, on a des pirates qui sillonnent les mers. Et la Sardaigne a joué un rôle très important, en fait, dans la mise en place de la course au XIIIe siècle. Et elle était très convoitée. C'est une île qui est comme la Corse. Eh bien, elle a une position stratégique importante. Et donc, convoitée par des grandes puissances comme la République de Pise, celle de Gênes et aussi l'Aragon. Et les Génois, eux, ils étaient très proches de la papauté. Et donc, ils faisaient bien des raids souvent en Sicile et aussi chez les voisins pisans. Mais oui. Et les Aragonais, eux, qu'est-ce qu'ils convoitaient aussi? La Corse. Donc, ils envoyaient les pirates dans les bouches de Bonifacio. Et dès qu'un navire sortait de Bonifacio, eh bien là, ils se ruaient dessus. Donc, entre 1350 et 1415, il y a eu à peu près 300 navires qui ont été attaqués et on a capturé les marins de ces navires. 300 navires? Ah oui, 300 navires, eh bien, c'était de l'argent à l'époque. Mais c'est vrai qu'à cette époque, c'était les navires marchands qui étaient convoités, mais un peu plus tard, du temps de Dragut et Barberousse. Là, par contre, c'est les habitants des villages qui étaient les proies des pirates, Eh oui, pour faire des esclaves. C'est bien ça. Et en même temps, eh bien, à l'époque, c'était lié, il y avait de l'esclavagisme, des rapts, c'était un petit peu partout comme ça, notamment ici en Sardaigne et en Corse. Mais en ce qui concerne cette belle arche, j'imagine que c'est l'effondrement d'une paroi et ensuite l'œuvre du temps qui a façonné le trou. C'est ça, c'est la nature qui a fait le reste. C'est la nature, donc pas d'histoire de pirates là-dedans. Bien sûr. Et puis ici, dans cette région de Sopramonte, et des arches comme ça, il y en a des centaines. Mais celle-ci, c'est la plus belle. Enfin, du moins, c'est celle que je préfère, parce qu'on a une vue quand même assez imprenable. La vue est extraordinaire. Ouais. Je ça, que j'observe un peu cette montagne de Sopramonte. Ça, oui, le calcaire, ou l'icedo, les lecce, Winebaro. C'est beau, ça. Ah, et la plage, de suite, la mer. C'est quand même autre chose. Oui, si tu veux, allez, on a quand même une belle vue. Je me demandais, les amis, si cette arche n'était pas une porte marquant l'accès depuis le rivage à ce monde étrange de la région de Nuoro, de tout temps réputé âpre et primitif. Cette muraille percée me fait songer à quelques forteresses en ruine que l'on aperçoit parfois en haut des cols et dont quelques pans de murs défient le temps et la pesanteur dans un ultime élan inutile. Au regard de ces dimensions, il ne pourrait s'agir que d'un château fantastique, créé par quelques titans au temps où l'île n'était peuplée que de géants. Et de me rappeler alors de la description qu'en fait Homère, lorsqu'il nous conte la mésaventure de son héros, Ulysse, dont la flotte fut décimée à coups de rochers gigantesques, lancés depuis les falaises par des géants, mi-hommes, mi-bêtes. On avait peut-être là les vestiges d'une de leurs forteresses, barrant l'accès à l'arrière-pays. La fameuse terre des Lestrigons, chantée par Homère. Une chose est sûre, les massifs qui prolongent ces falaises forment un des territoires les plus sauvages de la Sardaigne. De tout temps considéré comme le cœur de l'île, là où se trouvent les plus anciennes racines de la société sarde. Cette région de Nuoro était d'ailleurs appelée la barbarie par les Romains, en raison de l'hostilité farouche et orgueilleuse de ses habitants, en perpétuelle lutte contre l'envahisseur. Mais lorsqu'on est le gardien d'une terre aussi noble, aussi majestueuse, aussi délicate, on se sent forcément investi d'une mission valeureuse, celle de défendre coûte que coûte ce morceau de paradis, comme s'il était le plus précieux des trésors qu'il soit possible de convoiter. Vraiment incroyable ici. La plage de Goloritz, c'est l'une des plus belles. C'est un trésor qui pourrait en cacher un autre. Et regarde-moi ça, cette pointe-là. Tamantafar.
Mon Dieu, c'est vraiment très impressionnant. Ouais. Et dire que c'était dans les écrits du marquis. Le Python rocheux, il est bien là. Hein. Il podico di Dio, le doigt de Dieu en sarde, qui montre son royaume céleste. Ce piton, en fait, c'est comme une grande forteresse. Hein. Eh. T'imagines de construire ton château tout là-haut? Du haut de mes 150 mètres, je domine tout l'horizon. Ouais. Et comment j'y monte là-haut? Ben, c'est ça. Ta monte à strapate, là, à l'ancienne, avec les escaliers en genevrier. Enfin, plutôt des échelles. Hein. C'est quasiment inaccessible, en tout cas. Et en contrebas, un petit coin de paradis. Il me faut une caverne, tu vois. Comme ça, je reste là, tout le temps. Mais dis, tout à l'heure, tu me parlais des pirates. Mais si les pirates étaient au service d'une grande puissance, comme par exemple la couronne d'Aragon, ben alors c'était pas des pirates, c'était des corsaires. Les corsaires, qui est un titre qui évoque un petit peu le soutien déclaré d'un État. Le soutien était réel, mais rarement officiel. Hein. Oui, j'imagine. Ça devait être du genre, si vous, un membre de votre équipage était capturé, alors le gouvernement nierait avoir eu connaissance de vos agissements. Eh oui, allez-y, mais on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Et c'est vrai qu'en fait, chaque grande puissance possédait des pirates. Hein. Et même le Vatican, enfin la papauté, avait sa propre flotte. Tu sais qu'à l'époque, quand tu attaquais un navire ou une galère chargée de blé, eh ben, c'était tout bénef. Hein. Et les cargaisons alimentaires étaient très surveillées, et notamment celles qui venaient d'Orient avec à bord des épices et des tissus. Et même la République de Gênes, elle attaquait, enfin faisait attaquer les pirates, la République de Venise, par les colonies orientales. Mais alors les Ottomans n'ont rien inventé, ils ont simplement fait comme tout le monde. Eh oui, mais en même temps, ils étaient musulmans, et ce qui fait que ça a fait naître deux blocs qui se sont opposés sur fond de guerre religieuse. Et puis cette guerre de croisade ont pris le pas sur les autres. Hein. Mais pourquoi alors est-ce que la Sardaigne a été considérée comme une base arrière pour les pirates ottomans? Alors, il y avait les Aragonais, les Catalans, qui possédaient toute la Sardaigne. Mais le problème, c'est qu'ici, il y a beaucoup de caches et de grottes. Et en même temps, on découvre les Amériques. Donc, toute la péninsule ibérique va du côté, on va dire, de l'océan Atlantique. Donc, ils vont délaisser un petit peu cette partie de la Méditerranée et la Sardaigne. Tu sais que l'entretien des navires coûte très cher. Oui. Hein, je crois que l'entretien d'une galère, c'est le coût équivalent de la construction de la galère. Donc, t'imagines, ils ont préféré partir sur les Amériques et délaisser un petit peu la Sardaigne. Et c'est le cas des autres îles qui sont en réalité un petit peu désertées par les grandes puissances, et les pirates, ils arrivent là, ils s'installent. Mais oui, mais dire que c'est à ce moment-là que des trésors ont été retrouvés pour certains, et d'autres définitivement perdus. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais les trésors, ça me connaît quand même. Hein. J'en ai trouvé quelques-uns, et ici... J'ai une idée. Quoi? C'est difficile, hein, tout ça. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Peut-être que celui-ci est perdu à jamais dans l'immensité de la mer. Mais bon, toi, Paul, tu vas pas laisser tomber un trésor quand même, pas toi. Tu crois que je vais l'abandonner comme ça, hein? Et alors hein? N'est-il pas curieux, les amis, que vous ne parliez que de piraterie dans un décor aussi fabuleux? Certes, la réputation de la Sardaigne, terre de pirates, s'est construite sur une triste réalité, celle du rôle des îles méditerranéennes dans les conflits armés entre puissances. Et quelques aventuriers locaux ont contribué avec passion à ces guerres secrètes, plus commerciales que militaires en réalité. Mais le temps des corsaires et autres loups de mer appartient à un passé révolu que ce paysage enchanteur ne saurait faire revivre. Oubliez donc vos rêves de fortune et laissez-vous porter par la beauté sauvage de cette nature indomptée. Dites-vous que ce monde préservé est un des derniers morceaux d'authenticité qu'il est possible de trouver en Méditerranée. Ressentez ici toute la vigueur des éléments, la terre, l'eau, le vent et toute la force divine qui émane de ces massifs anciens, vestiges d'un monde originel,
peuplée de créatures fantastiques et de géants. En réalité, les amis, ce n'est pas un bateau de pirates que je m'attends à voir surgir au détour d'une vague, mais quelque chose de bien plus merveilleux. Peut-être une sirène, qui sait? Lorsque l'on quitte la façade maritime à l'est de la Sardaigne, on pénètre une région aride à la réputation rude, faite de plateaux rocailleux entaillés de larges corridors, très profonds. Le paysage est dépouillé, sec et inhospitalier. La végétation est squelettique. On se retrouve au cœur d'un univers presque exclusivement minéral et totalement désertique. Un monde où l'homme se sent exclu. Il faut alors marcher quelques kilomètres pour atteindre l'extrémité de ces larges plateaux rocheux qui prolongent en réalité les falaises maritimes, formant ainsi de gigantesques murailles. Paul et Karine, mais vous semblez si petits à déambuler sur les sentiers de ce monde minéral qui invite à chaque instant à la sérénité de l'âme. C'est beau, hein? Quand tu penses à la puissance qui règne ici, tu ne peux que penser à la puissance de Dieu. Et si je lève mon doigt au plus haut des cieux, je me sens indestructible. Enfin Paul, tu crois pas que tu exagères un petit peu quand même? Ben non. Alors on est parti ce matin, je t'ai dit viens Paul, on va faire du yoga. Qu'est-ce que tu m'as dit? Je viens. Et exprès, je t'amène ici sur les falaises d'Orgozolo. C'est quand même un lieu emblématique de la région. C'est presque aussi beau que les falaises de Bonifacio d'ailleurs. Ouais, bon. Bonifacio, ici, il faut rajouter la mer et baisser la falaise de 400 mètres. Oui. Et c'est vrai que ça y ressemble. On est sur un plateau calcaire. Mais ce qu'il y a de plus similaire, c'est le territoire en fait. Parce qu'ici, comme en Corse, comme à Bonifacio, la Sardaigne est axée vraiment son économie sur le pastoralisme. Donc sur le plateau de Sopramonte, tu avais des dizaines et des dizaines de troupeaux de brebis et de chèvres. Et tu avais aussi, bien entendu, des petites bergeries, si on les appelle les couilles, qui se trouvaient jadis un peu partout au milieu de ces chaos de calcaire, derrière les vallées, sur les plateaux. Et malheureusement, aujourd'hui, comme en Corse, ce pastoralisme a diminué, voire disparu, puisque toutes ces petites exploitations se sont retrouvées dans les plaines, puisque les bergers, bien sûr, aujourd'hui, sont dans les zones plus attractives pour l'alimentation des troupeaux. Mais c'est vrai que la Sardaigne aujourd'hui est une région quand même assez riche. Parce qu'au 19e siècle, c'était très pauvre ici, il y avait beaucoup de misère. C'était encore plus pauvre que la Corse, t'imagines, Ouais. à la même époque. Déjà, c'était plus rude. Et puis là, il y a une particularité sur le plateau de Sopramonte, c'est que les bergers, ils venaient ici en estive, au mois d'avril, avril-mai, et ils redescendaient très tôt, à l'inverse de la Corse. Parce Pourquoi? qu'ici, ça manquait d'eau, parce que l'eau, elle s'infiltrait dans le calcaire, et après, il n'y avait plus d'eau pour les troupeaux et pour les bergers. Donc il fallait redescendre en plaine. Alors qu'en Corse, on a la montagne, on a toujours des sources, et les bergers restent plus longtemps et redescendent en plaine au mois de septembre. C'était pas très pratique ça. Eh non, c'était plus dur. Territoire plus aride quand même. Bon allez, remets-toi dans la position maintenant. Position du yoga, on est là pour ça. Le yoga c'est compliqué. Un peu de sérieux? Mais si tu veux, moi j'ai pas de souplesse, je suis raide. Alors c'est difficile comme ça, et puis je sais plus la position des doigts, le pouce, l'annuaire. Ça. Moi j'ai une autre position qui est bien meilleure. C'est quoi cette position? Ça, c'est la position pastorale. Et là, tu te mets comme ça, tu fermes les yeux, bien sûr, tu écoutes le son des clochettes, de la tintaine et de la brebis. Il ne faut pas que je m'endorme, parce que sinon, il va falloir que j'aille leur courir après.
Paul, tu es fantastique. Et si je me plonge dans tes rêves, je vois ces falaises et ces plateaux rocailleux qui ont toujours été délaissés par les populations qui préféraient s'installer sur des terrains fertiles. Je vois que c'était alors des zones marginales, désertes, seulement fréquentées par les plus démunis, ceux qui vivaient en marge de la société, dans des conditions de vie extrêmement difficiles. On trouvait là jadis quelques familles de bergers et leurs maigres troupeaux, mais aussi des individus suspects, déserteurs ou hors-la-loi, qui avaient fui la société et s'étaient réfugiés sur ces terres incultes. Regarde le beau bâton. Ça aurait pu être un fusil. Un fusil. Ça peut servir dans le coin. Hein. Ah ça, on ne sait jamais. Là, c'est l'endroit idéal. Tu as un point de vue exceptionnel. Là, tu peux les voir arriver. Hein. La maréchaussée. Et puis vite, tu cours, tu te caches dans une caverne secrète et tu ne bouges plus. Ils peuvent passer des jours à te chercher. Quand il pleut, ils vont partir. Hein. Et toi, tu sors. Et tu sais que bien souvent, c'est la misère qui en a poussé certains dans le banditisme. Et malheureusement. La Sardaigne, c'était une vraie terre de bandits qui n'avaient rien à envier aux bandits corses. Eh, mais il y en avait quand même en Corse pas mal de bandits. Hein. Et souvent, ils venaient se cacher ici en Sardaigne lorsqu'ils étaient poursuivis par les gendarmes. Oui, mais je veux te parler des bandits locaux. Les bandits d'Orgozolo. Eh oui, parce qu'ici, il y en a eu vraiment de très très célèbres. Hein. Mais par contre, en Corse, tu vois, le phénomène a perduré jusque dans les années 1950. Et il s'est passé une histoire vraiment terrible ici dans les années 1920. Raconte, ça m'intéresse. Ça. Eh bien, un jour, il y a 3 bandits qui débarquent ici avec des mitraillettes et des cochons volés. Et ils tombent sur des bergers. Il y avait le père avec ses 2 fils qui gardaient leur troupeau de moutons quelque part sur une de ces collines. Et ils avaient à leur trousse les gendarmes. Alors du coup, ils demandent aux bergers l'hospitalité pour la nuit. Ah oui. Tu imagines bien que les bergers ne peuvent pas refuser. Alors du coup, ils les ramènent chez eux, dans leur modeste bergerie où la mère leur a préparé le repas. Alors tout se passe bien, les bandits sont respectueux. Mais voilà qu'au petit matin, les gendarmes débarquent. Oula. Alors, les bandits ont tout juste le temps de s'enfuir, mais dans la panique, ils en abattent un. Et là, c'est le chaos. Les coups de feu partent dans tous les sens, les gendarmes tirent sans aucune distinction, ils tirent sur tout le monde. Et le bilan de la rixe, c'est vraiment terrible, parce que les 3 bandits sont en fuite, ils finiront par être rattrapés puis exécutés. Le berger et ses 2 fils, Miguel et Pépé, sont obligés de s'enfuir, eux aussi. Un des gendarmes est tué, l'autre très grièvement blessé, la mère est amenée par les gendarmes. Le berger est tué ainsi que la plupart de ses moutons, enfin c'est une véritable catastrophe. Et les 2 frères, eux par contre, ont réussi à s'échapper. Ils ont fui les forces de l'ordre. Mais dans cette histoire, les 2 jeunes ont tout perdu. Ils n'ont aucune ressource, alors ils deviennent à leur tour des bandits. Et on les retrouve une année plus tard, alors qu'ils essayent d'attaquer un berger pour lui voler des fromages. Et là, une terrible vendette s'est engagée. Ils ont fini par être tués 1 mois plus tard, dans un petit village à une quinzaine de kilomètres par là. Terrible, hein? C'est terrible, c'est vrai que cette histoire, comment tu as dit qu'il s'appelait, un des frères, hein? Miguel et Pepedo. Pepedo. Pepinedo, ça me parle ce nom. Qui c'est Pépinède? Pépinède, ça va être dans une autre histoire. C'est un peu plus loin en Sardaigne, au sud, à Celido. Un petit village, et là, il y a un bandit, Pépinède, justement, qui avec son frère, eux par contre, ils vont pas attaquer des bandits pour prendre un fromage. Ils vont prendre quelque chose de plus important, ils vont prendre des gens, et surtout des voyageurs, et des étrangers qui s'installent en Sardaigne, qui ont de belles maisons, qui sont riches. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rapter certaines personnes. Et bien entendu, ils vont demander une rançon. Donc là, il y a de l'argent en jeu. Hein. Oui, mais alors par contre, les bandits corses faisaient pas ça. Hein. Eux, ils étaient plutôt connus pour leur sens de l'hospitalité, pas pour les rapts. C'est vrai, il n'y avait pas trop de rapt, mais des fois, ils attaquaient quand même les voyageurs. Hein.
Mais dans ce cas, qu'est-ce qui se passait avec ces gens-là? Ben, c'est simple. Ils allaient, chut, ils te prenaient quelqu'un de très cher, il fallait que tu payes. Si tu payais, ben, tu pouvais retrouver ta liberté, et si tu payais pas, quick, tu y passais. Ils te mettaient dans une grotte, là, et ça n'était fini pour toi. Tu te trouvais plus. Mais tu crois qu'il y en a beaucoup, des bandits, là? Aujourd'hui, je sais pas, mais il y en a eu, hein. Bandit d'Orgozolo, de Dorgal. Je vais m'installer un peu dans le coin quelques semaines ou quelques mois, tu vois. Je vais rapter des fromages. Bon, enfin, Paul, rapter des fromages. Attention, ici, il y en a des goûtus, hein. C'est nouveau. Et ça. des bons, hein. Tout comme la Corse voisine, la Sardaigne a longtemps eu mauvaise réputation. Le banditisme y était fort répandu et la vendetta plongeait des familles entières dans un redoutable bouillon de sang, qui souvent ne cessait qu'au décès des derniers protagonistes. Il faut dire que ces deux îles souffraient des mêmes maux, la misère, mais surtout l'absence de pouvoir étatique fort, capable de maintenir la paix dans les campagnes. Comme en Corse, les populations rurales étaient livrées à elles-mêmes et rendaient justice à coups de fusil. Les plus vils des instincts pouvaient s'exprimer, tandis que les honnêtes gens vivaient dans la crainte, obligés de défendre par eux-mêmes le fruit de leur labeur. J'adore marcher sur le calcaire. L'eau a fait des formes. Regarde ça comme c'est beau. C'est agréable en plus, hein. La promenade est vraiment très sympathique. Oh, il est énorme, ce trou. Ça, c'est la doline de Sussercone, d'Aguelangin. Regarde. C'est vraiment très impressionnant. On dirait un trou béant. C'est gigantesque. Et cette doline, elle a un diamètre qui fait plus de 500 mètres. Ouf. T'imagines? Mais comment une chose pareille a pu arriver? Ben, il y a des millions d'années, à l'emplacement du trou, il y avait un plancher de calcaire, ça s'est grignoté, et patatras, c'est sfondato, ça s'est effondré. Mais c'est dangereux alors là. Non. Et des fois, quand tu parles un peu fort et à l'écho, il y a des pierres qui roulent. Tamanto, écho. Arrête, arrête, arrête. Il n'y a que les brebis qui peuvent arriver. Alors ça va. Il est vrai, Karine, que ce vaste trou en forme d'entonnoir est particulièrement impressionnant, avec ses 500 mètres de diamètre et ses 200 mètres de profondeur. C'est tout le sommet d'une colline qui s'est en réalité effondré, à cause de ces réseaux d'eau qui traversent le massif sur plusieurs niveaux, formant de larges cavités souterraines. Si le phénomène n'est pas rare en milieu karstique, les effondrements ne se produisent généralement que sur quelques dizaines de mètres. Mais à Sussercone, la montagne est un vrai gruyère, perforé d'une multitude de galeries et de grottes spacieuses. L'affaissement y est alors d'une taille assez exceptionnelle, faisant de ce gouffre béant une véritable curiosité géologique. Il ne faudrait pas pour autant craindre de voir d'autres parties du plateau existant s'effondrer à leur tour. La doline, comme on l'appelle, s'est formée il y a bien longtemps. Et les innombrables ifs centenaires qui s'accrochent à ses parois verticales rassurent aujourd'hui sur la solidité du substrat. Quant aux rivières souterraines qui alimentaient jadis ce karst, elles ont cessé depuis longtemps de creuser la roche. L'homme a d'ailleurs toujours fréquenté les abords de ce gouffre, comme en attestent les nombreux murets que l'on devine au milieu des chaos rocheux, et dont certains datent des époques préhistoriques. D'autres sont plus récents et témoignent d'une réelle continuité dans l'occupation de ces plateaux calcaires.
continuité qui s'étend peut-être même aux activités qui s'y déroulaient. Mais enfin, Paul, sors de là, on va se faire attraper. Arrête de t'inquiéter. Ici, il n'y a jamais personne. Ah. Oh. Ça, oui. La daïda, c'est à moi. Et le pecorino, c'est encore plus à moi. Paul! Tadam! Ça, c'est à moi. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais avec ça? Avec ça, je vais faire un petit peu d'argent. Mais enfin, Paul, ils appartiennent à quelqu'un, ces fromages. On est devant la cabane du berger. Oui, mais toi, tu ne connais pas l'hospitalité sarde. Et puis en plus, le berger, il n'est pas souvent là. Hein. C'est un peu comme au Bonifacio. Tu vois, les boris, les barracouilles. Eh bien, ils sont occupés, mais il n'y a jamais personne. Bon, enfin, ça ressemble pas au barracoun. Les barracouns, c'est tout en pierre et puis il y a un toit en encorbellement. Bah, les barracouilles, c'est vrai qu'il y en a beaucoup sur le plateau bonifacien. Et ici, le Couil, il y en a beaucoup sur Sopramonte. Ça y ressemble quand même, regarde. De forme circulaire, tout en pierre, le calcaire. Bon, c'est vrai qu'il... Là, il y a une hauteur de 1 mètre, 1 mètre 20, et la toiture, elle est faite différemment ici avec des troncs d'arbres. Et ça, c'est du genévrier. C'est assez original. Hein. Ça a un certain style. C'est typique. Te, pigue. Non mais Paul, je veux pas être complice de ton larcin. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? La dobbiazza des cuits. C'est vraiment joli. C'est beau, hein? Ça, le petit C'est très sommaire, hein. Petit tabouret. Le fougonnet central, la pièce circulaire. En fait, ça ressemble beaucoup aux bergeries corses. Eh oui, hein, c'est différent. Là, c'est beau, hein. Regarde la toiture. Comme les Indiens. Un tipi. Eh ouais. Eh, ils restent toujours là, les bergers, hein. Bon, il y en a de moins en moins, mais il y en a toujours. Bon, ils n'avaient pas besoin de grand-chose à l'époque, hein. Ah non. Strict nécessaire, encore aujourd'hui, hein. Quittant les sociétés de consommation, là, on a besoin de rien du tout. Uniquement de manger, bon, parce que tu as le troupeau à côté. Tu as de quoi te nourrir. Déjà, tu vas traire les brebis, le matin, tu te fais ton lait, les fromages, de temps en temps, un petit agneau à la rouste. Que demande le peuple, hein? Un verre de vin occasionnel quand tu te sens seul, hein? Et je tâte tes bourgougis, et voilà, hein? Et pour se laver, ils attendaient l'eau de Dieu. Vous n'avez pas besoin de prendre la douche tous les jours, hein? Et où tu vas? Bah, je partais. Installe-toi, on va bien les goûter, ces fromages, hein? Et voilà, petit des cuits. Au daulino. Et mon petit tabouret. Voilà. Bon, normalement, on va commencer par le moins fort. Ça colle. Celui-là. Celui-là, il a vraiment une drôle de forme, hein. Mais je me suis toujours demandé comment ils arrivaient à faire une chose pareille avec un fromage. Alors ça s'appelle la daïda. Alors c'est simple, déjà c'est fabriqué avec du lait de vache. Ah. Alors, on fait le fromage frais et après, la nuit, on le trempe dans la salle à mouille, dans le sel avec de l'eau. Et le matin, eh bien, le fromage il est tout mou. Et là, ben, tu peux le travailler et tu lui fais la forme que tu veux. Ça doit être drôle à faire. Ah, elle est belle, hein? Ouais. Et après, tu as ce fromage-là, bien sûr, comme il est beau, regarde. Ou Begurino Sardo. Ah, le pecorino n'est pas que sarde. Il me semble en avoir mangé qui venait d'autres régions d'Italie. Eh oui, il y a le Pegorino Romano et il y a aussi le Pegorino Toscano. Mais celui-ci, en Sardaigne, il existe depuis la nuit des temps. Hein.
Donc c'est un fromage très ancien, il a des saveurs particulières. Il a aussi le secret de fabrication que seuls les Sardes maîtrisent. Ouais. Mais c'est vrai que la Sardaigne est quand même la première région agricole pour la production de fromage de toute l'Italie. C'est vrai, en même temps, la Sardaigne, c'est la terre des brebis. Il y en a un petit peu partout, sur les plateaux, sur les grandes plaines. Il y a 3 millions de brebis en Sardaigne, tu te rends compte? C'est énorme. Mais l'agriculture, c'est quand même la principale source de richesse de toute la région après le tourisme. Eh ouais. Il y avait aussi l'activité minière, il me semble. Hein. Ouh, alors l'activité minière, depuis les années 90, il n'y a plus grand-chose à cause de l'exportation par les Chinois. Les Guinéens. Mais en tous les cas, contrairement à la Corse, l'agriculture, c'est vraiment la principale source économique de la région. Et en plus, ils font vraiment de très très bons fromages. Et puis tu as vu la grandeur des espaces en Sardaigne. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Hein. Ouais. Ils sont vraiment jolis quand même. Hein. Bon, on va arrêter de les regarder peut-être, non? Ben oui, j'attends. Hein? Sinon, on s'en sort plus. Hein? Alors, ça oui. Regarde, Il est beau. magnifique. Hein? Bel formaggio, sardo, belle croûte, l'intérieur est parfait. Celui-là, il doit avoir 4 mois d'affinage. Tant le berger, il est parti, il les a laissés là, il les a oubliés. Il doit piquer un petit peu, non? Déjà, il est très savoureux. Santéone, une belle couleur. Et dommage, tu vois, j'ai cherché et j'ai pas trouvé le cajou marque. Tu veux parler du fromage avec les verres? Ben oui, comme chez nous autrefois. Hein. C'est là où il est bon. Hein. Mais il faut connaître. Avec l'Europe, on a de plus en plus de mal à en voir, mais si tu connais des petites cachettes secrètes dans certains couilles. Mais c'est pas un peu dangereux pour la santé de manger des fromages pareils? Mais non, il faut pas manger beaucoup, mais ça fait toujours du bien. Hein. Avec les petits vers qui sautent. Et la fermentation, elle se fait en parallèle par les larves qui vont pondre dedans. Et après, ça va donner un cajou magnifique. Bon, mais celui-ci, il est bon. Hein. Il a l'air, du moins. Volete acheter un pezzo? Come si dice qui, assaggiare? Allez, oh, mange. Je ne mange pas le fruit de ton larcin. Et comment? Allez, oh, te, oddio. Un petit bout alors. Allez, à table, oh, mange. Il est délicieux. Paul, Oh. on est en train de manger les otages. Mais t'inquiète. Là-haut, il y en a d'autres des couilles là, comme ça. J'ai du fromage. Dans mon tafard, et là, je vais me faire de l'argent, t'inquiète pas. Je connais certains coins. Même niveau. Hein. Je n'y crois pas. Paul et Karine reconvertis en voleurs de fromage. Serait-ce le soleil de Sardaigne qui tape trop fort, les amis? Il est vrai que le climat est bien plus chaud qu'en Corse, que la terre ici est plus aride et que l'ombre s'y fait rare, mais quand même... Vous m'envoyez fort contrarié, je dois vous le dire. Fort contrarié et tout autant surprise en réalité. Surprise de voir ces fromages abandonnés dans des pinettes ouverts à tous. Cela n'est guère prudent. Les bergers sardes n'auraient donc rien à craindre des voleurs ou même des étrangers de passage. Cela peut paraître étrange. Qu'en penses-tu, Paul? À moins, bien sûr, que tu ne sois pour quelque chose dans la présence de ces fromages à l'intérieur de ces abris désertés. Petit malin que tu es, n'aurais-tu pas trouvé là un moyen de taquiner Karine, une fois de plus? Plus j'y songe, et plus j'en suis convaincue. Enfin, cette escapade sur ce joli plateau calcaire nous aura permis de découvrir une activité pastorale encore bien présente en Sardaigne, à travers notamment toutes ces petites constructions circulaires, les pinetto, dont il n'existe que des ruines en Provence ou en Corse, mais
qui continue ici à être construite et entretenue dans le respect d'une tradition séculaire. En attendant, Paul, comme toi, je ne peux rester insensible à la douceur de cette nature originelle. La Sardaigne est une île au relief plutôt doux, avec une prépondérance des plaines et des collines de faible altitude. Les zones plates représentent d'ailleurs près d'1/5 de la surface totale de l'île. Mais la Sardaigne compte aussi quelques massifs montagneux, notamment le massif du Gennargentu, dans la province de Nuoro, qui culmine à 1834 mètres. Ce massif calcaire qui longe la côte est entaillé de larges corridors, creusés jadis par les fleuves qui le traversaient avant de se jeter à la mer. Au nord du massif, l'un de ces canyons est de taille très impressionnante, tant par sa longueur que par sa profondeur. C'est le plus grand canyon d'Italie et l'un des plus grands d'Europe. Au fond des gorges vertigineuses, d'immenses blocs roulés évoquent une ère géologique très lointaine, où l'île était sillonnée par d'immenses fleuves tumultueux. Aïe, je suis désolée, mais j'ai vraiment du mal à avancer là. Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Fais doucement, ça glisse. Hein. Oh. Va vers la droite, la droite. Où tu Mais non, la gauche. Je suis désolé, je confonds la droite et la gauche. Excusez-moi, ça va mieux là ou pas? Non, ça me fait mal. Mais tu peux pas comprendre, toi. Oh, écoute, hein, jamais j'aurais pensé t'emmener toi à moitié aveugle ici dans le canyon de Goropo. Attends, ça commence à aller mieux là. T'es sûr? Ouais. Et tu dois avoir quelque chose coincé dans l'œil. Mais- Et peut-être un bourdon coincé dans la rétine. Mais non, enfin, c'est la réverbération avec ces pierres là qui me fait mal aux yeux. Ah, les yeux bleus. Hein. J'aurais jamais aimé naître avec les yeux bleus. Hein. Bah, Bah, pourquoi? C'est joli, c'est esthétique, non? ça sert à rien, une bonne paire d'œils marrons. Hein. Là, oui, pas de problème de réverbération. Et puis en plus, je vois très bien, je vois très loin. Là, je peux te reconnaître chaque arbre, toutes les espèces qu'il y a dans le canyon. Tu vois, là où il y a le figuier sous la grotte, je peux te voir même une inscription à 800 mètres de là. Même s'il y a des ammonites coincées dans les roches. Abondance. Ah, c'est tout ce calcaire qui reflète comme ça qui me fait mal. Il n'y a pas que des inconvénients dans le calcaire. Tu sais, par rapport à d'autres roches comme, on va dire, le granit ou des roches volcaniques, eh bien, le calcaire est tendre et se creuse plus facilement. Et tu vas avoir des paysages grandioses avec des secrets géologiques comme des failles, des grottes et aussi des concrétions. Et puis ce canyon. Hein. Oh, mais c'est qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde des montagnes comme ça, calcaires. Enfin là, on est quand même dans un des plus grands canyons d'Europe. C'est vrai. Et tu sais comment il s'est formé, ce magnifique canyon? Laisse-moi deviner. Le creusement d'une roche tendre par un fleuve. Oui, dans les grandes lignes, c'est à peu près ça. Bon, il fallait qu'il pleuve beaucoup, mais à l'époque, la pluviométrie était assez importante. Donc l'eau va dévaler, il faut qu'elle dévale assez rapidement, avec un gros débit, parce que comme tu le sais, le calcaire est une roche perméable. Donc en amont, l'eau va créer un fleuve, et le fleuve va créer son propre corridor jusqu'à la mer. Mais j'imagine que les mouvements tectoniques des plaques ont dû accentuer ce phénomène, non? Au début, c'est un mouvement de plaques, et ensuite, tu vas avoir l'eau qui va prendre sa direction, généralement dans les failles, comme dans les talwegs. Parfois, tu vas avoir des plissements secondaires qui vont accentuer le creusement. Et on peut dire en fait que la création d'un canyon, c'est la formation spécifique du passage du fleuve. Mais c'est qu'il en aura fallu du temps pour creuser autant la roche, tu te rends compte? Il faut des millénaires et des millénaires, voire des millions d'années. Et ça a donné ces parois verticales immenses. Eh oui, c'est parois verticales. Et là, on est au beau milieu. On est sur la route de l'eau. Enfin, plutôt une autoroute, hein, comme c'est large. Et puis, comme tu le sais, de l'autre côté, sur la côte, là, il n'y a que des falaises calcaires. Il y a un tas de grottes. Et ça donne aussi des évacuations de cette eau qui déferlait jadis dans ce canyon. Canyon de Goropu. Oui, Goropu. On s'est dit Goropu. Paul, non ti sbagliare con il nome del luogo. Io mi sbaglio mica. Si dice Goropu. Ça va mieux, toi, hein?
Eh oui. Fais voir ton œil. Mais je me suis acclimatée, vois-tu. Les yeux bleus. Les yeux bleus, c'est beau et puis ça s'adapte, tu vois. L'univers de ce canyon à l'éclatante blancheur est effectivement des plus étonnants. On doit sa formation initiale à des mouvements tectoniques qui ont soulevé un morceau du plancher marin, le faisant basculer par-dessus le socle terrestre, à une époque où l'île était rattachée au sud de la France. Le calcaire de ce massif est en effet lié au dépôt de microalgues et de foraminifères accumulés au fond de la mer il y a des centaines de millions d'années. C'est au cours de cette très lointaine période, bien avant que l'île ne se détache du continent et ne dérive jusqu'à sa place actuelle, que de puissants fleuves ont creusé ce canyon, dont les falaises atteignent aujourd'hui 500 mètres de haut. Le résultat de cette longue histoire géologique est stupéfiant de beauté, je dirais même carrément vertigineux. Oh, ça tourne, oh là là. Oui, mais... Oh, ça tourne. Bah enfin, mon Polo, mais qu'est-ce que tu vas? J'ai le vertige des profondeurs. Hein. Tu es tout rouge. Ah, mais j'ai rouge. Oh, ça va pas du tout, là. Oh là là, je te vois à l'envers. Là, Oui, les pieds évidemment. là-haut, la tête en bas. Je suis au-dessus de toi. Redresse-toi. Ouh, comme ça tourne. Ouh, je sais même plus où je suis. Respire, respire. Hein? Respire. Mets-toi bien. Tu es fou, j'ai les frissons et tout. Oui, on va s'arrêter 2 minutes et tu vas bien respirer. Ah ouais, ouais. Oh là là. Ça, c'est génétique. Hein. La famille, elle n'aime pas hein, les canyons profonds, les trucs comme ça. Hein. Mais enfin, tu es parti à fond tout à l'heure. Moi, je croyais que ça allait. Je suis tremblotant. Calme. Ah, ça va mieux. Eh ouais, C'est vrai que c'est vraiment très, très impressionnant. C'est haut. Hein. je suis tout petit, là. Hein. Bah, on se sent très petit par rapport à la puissance de l'eau qui a creusé ces rochers, plutôt. C'est fou, hein. Mais ce canyon de Gorope, c'est le plus grand d'Europe par sa hauteur, pas par sa longueur. Et ça, c'est les Sardes. Ils disent, nous, on a le canyon le plus profond. Mais je crois qu'il y en a d'autres. Par exemple, le canyon du Verdon, lui, fait 700 mètres de profondeur. Il va sur des dizaines de kilomètres. Et il y en a un, je pense que c'est celui-ci le plus grand. C'est à Monténégro, c'est celui de Tara, 1 kilomètre de faille. De faille. Bon, Ouais. c'est pas pour toi alors, ça. Hein. Mais non, tu fais mes mourgues, j'y vais pas à Monténégro. Mais alors, les guides touristiques locaux ont quand même drôlement exagéré l'importance de ce canyon, finalement. Ben, quand même, oh, c'est quand même un beau canyon. Hein. Je veux dire, en Sardaigne, c'est le plus beau d'Italie. Mais dans le monde, le plus grand, c'est bien aux États-Unis, c'est le Grand Canyon du Colorado, non? Je ne crois pas, parce qu'il doit y en avoir d'autres en Amérique centrale, au Mexique et au Pérou. Il y a de grands canyons qui vont sur des kilomètres, et je crois qu'il y a des profondeurs de 3000 à 3500 mètres. Et le plus grand, c'est celui de Chine, qui va de Chine jusqu'en Himalaya. Lui, il va sur 500 km de long, et tiens-toi bien, de profondeur, il atteint 5 km. Il est assez complexe, hein, le canyon de Chine. Pourquoi ? Et oui, parce qu'en fait, il est à la fois creusé par le fleuve, mais aussi creusé par le mouvement de plaques qui ont dressé toute la chaîne de l'Himalaya. Oui, mais bon, ça, alors, c'est pas du tout la même chose. Donc, on peut dire que celui de Gorope, c'est le plus grand d'Europe, creusé par un fleuve. Ouais, mais en tout cas, c'est le plus beau. C'est vrai que c'est beau, hein. Ouais, mes cuisses sont fuori di testa, di toucher, moi. Bon, il faudra quand même continuer, non? Ben, oui, mais doucement, par contre. Tu respires. J'arrête de courir. Viens. Viens. Allez, passe devant. Respire. Tu es toujours en apnée. Si Sogoropu n'est peut-être pas le plus grand canyon d'Europe, il fait incontestablement partie des plus impressionnants.
en raison notamment de ces immenses boules de calcaire qui jonchent l'ancien lit du fleuve et témoignent de sa puissance incroyable. Pour ma part, je trouve que l'absence de cours d'eau dans ces gorges une bonne partie de l'année rend le défilé encore plus mystérieux et sauvage, car une douce rivière aurait nivelé le fond et offert une image paisible. À l'inverse, ce gouffre paraît des plus chaotiques. Il porte en lui les stigmates de la violence et de la fureur des éléments. Tout n'est que désordre indescriptible, carambolage et empilement. Et c'est cela qui m'impressionne le plus. En ressortant de l'impressionnant défilé, on retrouve le paysage très particulier du massif de Gennargentu, avec ses multiples falaises et ses vallées encaissées couvertes de forêts. L'ensemble forme une sorte d'îlot à l'intérieur de la Sardaigne, tant ce massif diffère du reste de l'île, par ses senteurs de thym et de fleurs sauvages, par son aspect immuable et intemporel. Il est le royaume des aigles et de la faune sauvage, là où se cachent les derniers cerfs et les derniers mouflons sardes. Il est le royaume des randonneurs et de tous ceux qui aiment les espaces naturels encore préservés, les forêts anciennes et primitives, et tous les endroits qui sont par nature inaccessibles à l'homme. Dans cet univers si particulier, la beauté ne se trouve pas qu'en surface. Les anciennes rivières ont creusé des canyons, mais aussi des tunnels et des grottes, qui forment dans les entrailles du massif de véritables enfilades de salles souterraines. Il y a des corridors étroits comme des couloirs miniers qui se divisent en de multiples passages, formant un labyrinthe tortueux, puis se réunissent dans de vastes cavités qui prennent alors l'allure de véritables cathédrales, ornées de sculptures et de colonnes. C'est vraiment incroyable ici. Tu as vu la taille de cette pièce, Paul? Chiucinunda. Je trouve pas d'insectes cavernicoles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'insectes cavernicoles? Et tu vois, il y a de ces trucs-là, certes engins. Bon, peut-être dans le corridor, il n'y avait rien, mais ici, dans la grande pièce, on va pouvoir les trouver. Il y a des grands mille-pattes comme ça, grands comme les doigts. Tu as des espèces de tout petits coléoptères sardes et tu as aussi le géotriton. Sarde. C'est quoi ça? C'est une espèce de lézard qui va dans l'eau, tu vois, il se baigne et tout. Du moment qu'il n'y a pas de chauve-souris. En tout cas, c'est grandiose. Hein. Oh, incroyable. Au moins ici, j'ai pas mal aux yeux. Oui, c'est vrai. Et tu vois, moi, qui avais le mal des profondeurs dans le canyon, eh bien ici, je me sens bien. C'est bizarre, hein. C'est peut-être l'effet canyon avec l'ouverture au ciel. Ici, je suis comme dans un cagile, tu vois, dans un petit cocon. Un petit cocon. Et puis là, ta peau, elle s'affine bien, oui. Après, tu as une peau, une croûte toute lisse. Et en plus, on est à une température ambiante. Température 9 degrés, c'est pas si agréable. Hein. T'inquiète, comme on a des kilomètres à parcourir, hein. Tu verras, tu vas bien te réchauffer. Comment ça, des kilomètres? Ce tissu de grottes s'étend en réalité sur plusieurs dizaines de kilomètres, mais toutes les parties ne sont pas accessibles, parce que l'eau s'est frayé un chemin dans les zones les plus tendres du massif, créant ainsi un réseau sinueux
qui se divise parfois en une multitude de chemins étroits et compte aussi des puits et autres obstacles difficiles à franchir. À ce jour, seules les cavités les plus larges ont été visitées par l'homme, ce qui ne représente qu'une petite partie de l'ensemble des galeries, d'autant qu'il existe de nombreux conduits en noyer qui alimentent toujours des rivières souterraines. Fort heureusement, les amis, le chemin que vous suivez n'est plus en eau depuis longtemps. Cela permet une progression aisée, mais surtout, cela offre des paysages incroyables, enrichis d'une multitude de concrétions et de cristallisations qui forment des placages et des ornements finement ouvragés. Ce sont en effet des infiltrations d'eau dans le plafond de ces salles souterraines qui, goutte après goutte, millénaire après millénaire, ont dessiné ces reliefs étranges, où se mêlent filaments et bourgeonnements. Non mais Paul, fais attention, tu vas glisser. Il faut bien se mettre en danger pour trouver des insectes cavernicoles. Et puis le danger, c'est la vie. Et la vie, c'est un danger. En tous les cas, la nature est vraiment la plus grande des artistes. Jamais un homme n'aurait pu façonner de pareilles beautés. Tu te rends compte un peu la finesse de la dentelle? Ouais. Incroyable. J'imagine quand même qu'il y a des millions et des millions d'années, l'eau s'est frayé un chemin au travers de ces montagnes calcaires pour aller se jeter dans la mer. Elle a créé ces magnifiques souterrains. J'imagine à l'époque l'eau qui descend là, qui creuse la cavité, qui va dévaler jusqu'à la mer, qui va façonner les grottes. Là, c'est vraiment un labyrinthe. Et puis toutes ces formations, on appelle ça les formations karstiques. Liées au karst. Et ces formations sont en général liées aux rivières souterraines qui ont creusé les roches tendres. Elles ont creusé des corridors pour se frayer un chemin. Il faut faire attention là parce que ça glisse. Hein. Et c'est vrai que comme tu le dis, eh ben, dans tout ce réseau hydrologique, eh ben, tu vas avoir un tas de cavités qui vont se former comme cette grotte qui est énorme. Et regarde-moi ça, cette colonne. Regardez comme elle est haute. Ça, ici, elle doit faire 20 mètres de haut. Et puis regarde, elle est toute travaillée par la nature. C'est exceptionnel. Elle est gigantesque. Et là, regarde. Par un cactus, regarde. Bah, c'est vrai que ça ressemble à un cactus. En plus, c'est même vert. Ça, c'est un vrai. Et puis là-haut, au plafond, on a des stalactites. Ah, bah alors ça, je connais la différence. Les stalactites tombent et les stalagmites montent. C'est mes mots techniques. Eh oui. Et tout ce travail est fait par l'eau qui va traverser la roche et qui va s'imprégner du calcaire. Ça va se charger en calcaire et ça va former ces sortes de pointes qui viennent vers le sol. Regarde, des pointes acérées qui descendent. Et en fait, pour qu'il y ait des stalactites, il faut qu'il y ait une fissure dans la roche, il faut qu'il y ait un filet d'eau qui passe très lentement, très très fin, goutte après goutte, pendant des millénaires. Ah ouais, c'est très long. Hein. En fait, tu as l'eau qui va se charger du calcaire, qui va descendre. Le calcaire, sous l'action du mécanisme de l'eau et aussi une action chimique, va sédimenter et va en fait faire comme une sorte de bloc. Et ensuite, il va cristalliser et ça va donner la stalactite. Et au milieu, l'eau va s'écouler par le centre. Il y a une espèce de canal qui descend. Et des fois, le canal est bouché. Et quand il est bouché, ça va faire comme des petits bourgeons et des boules. Et c'est pareil pour le stalagmite. Lui, quand l'eau va descendre en bas, ch'touk, ch'touk, au fil du temps, ça va faire un bloc. Il va monter. Et ça va monter, touk, touk, touk. Et des fois, ça va rejoindre le stalactite et ça forme une colonne. Oh, alors peut-être là, c'était une colonne, mais elle a été cassée. Peut-être qu'il y a 1000 ans, il y avait un pinceau dessus. C'est rigolo quand même, tout ça. On dirait des petits cheveux qui pendent du plafond. Ouais,
Bah, des cheveux ou des spaghettis. Ah, pas très appétissante, tes spaghettis. Ou alors, une forêt de sapins inversés. Ouais, bonne imagination. Hein. Et de ces formes. Viens voir par là. Paul. Pouf. Incroyable, hein? Ah, c'est magnifique. On dirait un orgue. C'est vrai qu'on dirait des tuyaux pétrifiés. Ça, on voit bien le tuyau de l'instrument en détail. Non, tu sais, on dirait l'intérieur d'un champignon. Quand tu le retournes et qu'il y a tous ces filaments. Ça ressemble plutôt à ça. Ouais, on dirait des langues de bœuf accrochées sur un arbre, enfin plutôt sur un rocher. Et alors ça, tu disais, c'est quand le stalactite est plein, que le canal se bouche, en fait, que ça ressort par les flancs et ça crée tous ces filaments. Ouais, c'est exactement ça. C'est grandiose. C'est fou. Dun, dun. Voilà, pour le coup, ça résonnerait bien. Allez, viens. Fais attention de ne pas glisser, là. Ces concrétions sont fascinantes, mais tout autant vertigineuses lorsque l'on songe au temps qu'il a fallu à Dame Nature pour créer de telles splendeurs. Combien de générations d'hommes faut-il pour ne serait-ce voir la moindre de ces architectures pousser de quelques centimètres? La réponse à cette question est en réalité effroyable, tant elle nous renvoie à notre impuissance. Et l'on comprend aisément pourquoi ce monde cavernicole a de tout temps impressionné les hommes. Il impose à tous une vraie leçon d'humilité, en opposant à nos pauvres vies éphémères l'image de l'éternité. Elle est magnifique. Celle-là, c'est ma préférée. Il y a tout. Il y a le stalagmite, le stalactite qui forment la colonne, les orgues, les champignons. Elle est vraiment fantastique. Karine, Oui. je crois que j'ai trouvé la plus belle colonne. Viens. Tu te rends compte, Paul, encore une cavité? J'ai l'impression que celle-là est encore plus grande que les autres. Et ta mante. Il doit y avoir 30 mètres de hauteur, là. Et Par contre, il n'y a pas d'eau. non. Qu'est-ce que tu fais? Tu crois qu'il y en a qui sont encore en noyer? Et pas, il y en a de nombreuses avec des rivières qui passent entièrement. Bon, là c'est un peu technique quand même. Hein. Il faut plonger, il faut toute la traite de sa tour, les masques, le tuba, les palmes, la ceinture de plomb. Tu tues pas. Il y en a beaucoup de grottes. Hein. Et tu sais qu'on connaît que le quart. Parce qu'il y en a d'autres, bon, celle-ci elle se visite facilement, mais il y en a d'autres qui sont très étroites et très difficiles d'accès. Et par contre, il y en a qui n'ont jamais été explorés. Ça vaut le coup, hein, parce que là, tu dois découvrir et inventorier d'autres insectes cavernicoles. Hein. C'est intéressant. C'est vraiment un monde fantastique. Le monde souterrain, avec les gros mille pattes comme ça. Oh. Ouais, je vais en inventorier, hein, tiens. Paul, pour moi, là-bas, il n'y a rien. Hein. Et puis, c'est tout noir. Qu'est-ce que tu dis? Non, je disais que là-bas, il n'y a plus rien, à mon avis. Mais oui, viens, il y a tellement de choses à découvrir. En plus, ça passe. Ben. Hey. Tu
Tu verras, je vais la trouver, la bébête. Ça sera moi. Je l'appellerai Paulès, le Scaravaggio, le petit scarabée. N'importe quoi. Va et viens. Du moment qu'on tombe pas sur des chauves-souris, ça me va. Rassure-toi, Karine, il n'y a pas de chauve-souris, de mammifères ou de reptiles cachés dans les profondeurs de ce dédale interminable qui s'enfonce au plus profond de la terre. En tout cas, pas à ma connaissance. Mais n'oubliez pas que cette partie de la Sardaigne est la plus ancienne et la moins connue. Elle est toujours demeurée sauvage et renferme encore une part importante de mystère, dont certains remontent à la genèse de l'île et de ses sociétés. Alors nul ne peut affirmer que ce monde minéral, aux formes fantasmagoriques, ne recèle pas, lui non plus, quelques secrets bien gardés. Les îles sont des espaces singuliers où la nature a toujours fait preuve d'une grande créativité. L'un des plus grands mystères de la Sardaigne réside dans d'étranges constructions, vieilles de plus de 3000 ans et qui renvoient à l'existence d'une civilisation disparue. Ces énigmatiques architectures témoignent d'une société avancée et hiérarchisée, mais dont les composantes ne ressemblent à rien de connu en Méditerranée à la même époque. L'île abrite en effet près de 7000 structures en pierre, qui se composent d'une ou de plusieurs tours accolées et que l'on nomme localement des nouragues. Un terme à l'étymologie très incertaine et dont l'origine se perd dans la nuit des temps. Tu vois, Karine, ce nourag, il est petit, mais je l'aime bien. En plein milieu de nulle part, au cœur de la nature. Je l'adore. Petit, moi je le trouve plutôt impressionnant. C'était quand même un château. C'est vrai qu'à l'époque, c'était une petite forteresse. Aujourd'hui, il reste que le minéral. Tu as le donjon, la tour centrale et les deux tours qui étaient accolées. Mais autrefois, tu imagines un petit peu à l'époque, eh bien, il y avait le bois, il n'y avait pas que le minéral. Il devait y avoir le chemin de ronde tout en bois, quelques tours de défense aussi un petit peu partout autour de la fortification, et bien sûr, en bas, une palissade qui fermait le tout. Et au-delà de la palissade, il y avait le village juste à côté. Mais j'ai lu que la période de l'âge du bronze était une période très trouble en Méditerranée. Parce que quand même, sur la côte est, il y avait les bandes armées qui attaquaient les villages. Et puis en plus, les bateaux étaient des proies faciles pour les pirates. Mais on ne sait pas exactement ce qui s'est déroulé durant cette période. Mais une chose est sûre, c'est que les villages étaient attaqués par les bandes armées et que les pirates sévissaient tout autant. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait le commerce des esclaves, un petit peu partout en Méditerranée, en Égypte, en Grèce, en Perse, en Étrurie. Et à l'époque, un homme, il valait 2 bœufs. Et une femme nouragique, elle valait 2 moitiés. Par contre, les enfants valaient beaucoup plus cher. Et comme la Sardaigne est une île au milieu de la Méditerranée occidentale, il fallait se doter de protection, de fortifications neuragiques pour se protéger. C'est-à-dire que la mer, c'était quand même quelque chose de très important. Comme il disait, c'était l'autoroute du commerce. Ouais. Et il faut dire que toutes les civilisations antiques sont nées à partir de ces ports maritimes. Mais bon, ici, on est quand même en pleine montagne, très éloigné du rivage. Alors, je pense que là, ça devait être une petite communauté qui vivait un petit peu en repli sur elle-même. Mais du coup, avec le relief et cet aspect défensif du nourag, en fait, c'était sa meilleure défense. Ah ouais. Mais peut-être que le danger venait du voisinage. Qui sait? Ou alors des bandes armées qui sévissaient à l'intérieur des terres. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le danger était bien présent. Il ne fait aucun doute, en effet, que le danger fut bien présent à cette époque trouble, où les grands empires méditerranéens se sont mis en place. À l'époque où sont construits les premiers nourags, l'empire égyptien est à son apogée. Les Phéniciens contrôlent le commerce maritime et de grandes cités-États règnent sur le pourtour oriental de la Méditerranée, depuis l'Égypte et jusqu'au détroit de Sicile, en passant par Tyr, Troie ou Mycène. La guerre fait rage entre toutes ces communautés et de nouveaux royaumes s'établissent dans la partie occidentale du bassin méditerranéen. C'est donc dans ce climat conflictuel où la piraterie et les razzias se multiplient sur les côtes de Méditerranée que les chefferies de Sardaigne se structurent et se fortifient.
Dans tous les villages, les hommes se mettent à construire de véritables forteresses, capables d'impressionner d'éventuels assaillants. Le travail est gigantesque et témoigne d'une organisation sociale élaborée. Car il faut pouvoir nourrir toute cette main-d'œuvre qui exploite les carrières de pierre, transporte les blocs et les assemble. Pour les archéologues, de tels chantiers démontrent l'existence de communautés très structurées. La présence de grands tombeaux à côté des villages renforce l'idée de sociétés dirigées par des élites princières, à l'image de ce qui se faisait ailleurs à la même époque. Car de toute évidence, ces tombeaux ostentatoires participaient de la légitimation du pouvoir de quelques individus sur le groupe. Bon. Paul? Mais enfin, c'est tout petit. J'imaginais ça beaucoup plus grand. Hein. Et c'est normal. Il les mettait allongés. Et même moi, je rentre pas debout aussi. Hein. Dans tous les cas, c'est pas mal. Mais ce qui est assez ostentatoire ici, finalement, c'est cette grosse dalle en façade. Hein. Et ta manta. C'est celle-là qui montre la puissance des seigneurs de l'âge du bronze. Bon, enfin, tu imagines quand même que c'est à cette même époque qu'on érigeait les pyramides en Égypte. C'est vrai. Et tous ces tombeaux, ces tombes des géants, eh bien, à l'époque, ils ont toujours été considérés comme des signes de richesse et de puissance. Comme les tombeaux des pharaons et aussi les fameux dolmens. Comme chez nous en Corse. Eh oui, mais ici en Sardaigne, les communautés sont bien plus importantes. Mais ces manifestations vont être plus tardives, vers la fin de l'âge de bronze. Et tout cela, en fait, démontre bien l'importance des rites funéraires dans la société insulaire sarde. Une importance que l'on a pu conserver jusqu'à aujourd'hui, symbole de la vie éternelle. Et pour en revenir à ces tombeaux sardes, tu sais qu'il y a des textes antiques qui racontent des choses vraiment très surprenantes. Hein. Pour les Sardes de l'Antiquité, en fait, ces tombeaux, c'était ceux de leurs héros mythiques. Et Diodore de Sicile raconte même qu'en fait, les villageois amenaient ici les autres villageois qui étaient malades, ils les mettaient tout près des tombeaux, ils disaient qu'il avait des vertus curatives. Et Aristote précise qu'en fait, les gens venaient ici, ils s'endormaient, et quand ils se réveillaient, ils étaient guéris sans même s'être aperçus du temps qui s'était écoulé. C'est très mystique, ça. Hein. Bah oui. Ouais, Karine, mais en attendant, ce qui demeure un mystère pour ces tombes des géants, c'est que les trous, un peu... Étriqués. Non. Mystère. Mais non, les amis, le trou de la façade avait un usage purement symbolique. Les corps étaient placés dans la sépulture par une autre ouverture, condamnés ensuite lorsque le tombeau était définitivement fermé. Toute la chambre funéraire était d'ailleurs recouverte d'un tertre de terre qui protégeait les défunts dans le dernier sommeil. En dehors des villages et des tombeaux, ces communautés de Sardaigne attachaient une importance capitale aux sources et aux fontaines. Les points d'eau étaient systématiquement placés au cœur d'architectures soignées, à vocation cultuelle, mais aussi défensive. Dans cette île plutôt aride, la possession de l'eau était de toute évidence vitale. Alors, le guerrier, il est bien positionné là. L'ennemi vient de l'ouest. Je crois que je vais intervertir avec l'archer. Finalement, c'est bien, guerrier, je t'ai bourgui, Moujamik. L'archer en position, on va décocher les flèches sur les ennemis et il capotribo, le commandante, là, celui qui donne les ordres. On bougea. Et comme ça, avec cette organisation militaire, on ne peut que gagner la bataille de Santa Cristina. Et à l'époque, ils communiquaient entre eux, mais la langue, mezzogourse ou mezzosarde, avec un mélange de napolitain, de sicilien, qui sait? Qua, quando il comandantes dice scoccare la freccia, scoccate.
À qui tu parles? J'essaie de comprendre la langue nuragique. Et ça donne quoi? Ben, il faut bien inventer quelque chose. Hein. Enfin, c'est un charabia incompréhensible. Ben, charabia, charabia. Ça veut rien dire. Tu prêtes? C'est à moi, mais j'ai bien fait la répartition. Je vais te donner le guerriero. Et ça te va, ça, il est beau, hein? Ah oui, j'adore le guerrier. Et moi, je vais prendre l'archer qui mi piace et il commandante, il capotribù, cujo bastone. Va, nanta colinas, pojoas, nurash. Sono belli, hein? Ah oui, alors. Ben, c'est la même chose qu'on trouve sur les statues menhirs chez nous, sur le plateau de Caoria. C'est vrai. Tout y est. Le bouclier, l'épée, le harnais dans le dos. Et le casque avec les cornes. Et oui, c'est vrai que tout en haut, il y avait des trous sur les statues menhirs qu'on appelait les cupules. C'était vraiment la preuve qu'ils mettaient bel et bien des cornes. Et oui, ils mettaient des belles cornes de vache sur leur beau casque à l'époque nuragique. Et là, d'ailleurs, regarde, l'archer, il a un beau casque avec des très longues cornes. Et là, on voit bien aussi les attributs de l'archer, l'arc et les flèches derrière le carquois. Il me plaît trop. Mais je préfère lui. Lui, c'est le chef de tribu. Ah oui. Il capotribù, regarde, avec le poignard sur le torse, le bâton, et puis avec la main, comme ça, il rend la justice. Attention à l'époque, celui qui faisait des bêtises. Hein. Et tu sais qu'ici, en Sardaigne, à l'âge de bronze, eh bien, on a une société qui est quand même assez évoluée. Hein, Ah oui. avec de vrais seigneurs, hein, toute une organisation hiérarchique, à la fois militaire, comme on le voit ici avec ces bronzetti, aussi sociale et politique. Et artistique? Évidemment. Pour faire ce genre de bronzetti, hein, Ben, c'est qu'il fallait les couler, ces bronzes. eh, Tu sais bien sûr comment ils faisaient. ben, il pratiquait la technique de la cire perdue. C'est ça. Ouais. Donc il prenait la cire, il y avait un sculpteur qui se mettait au travail, mais alors il faisait ça vraiment de manière très très minutieuse. En fait, il confectionnait la statuette comme on peut la voir là, Ben sauf oui. qu'elle était en cire. Ouais. Et ensuite, il faisait le moule avec de l'argile, mais pas de l'argile pure. Il prenait aussi des vieilles poteries qui avaient déjà été cuites, qu'il réduisait en poudre et qu'il mélangeait avec l'argile parce que ça rendait encore plus résistant et ça évitait en fait d'éclater au contact de la chaleur. On l'appelait la chamotte. La chamotte, c'est ça. Et ensuite, il coulait le mélange à l'intérieur. Alors, c'était un mélange, C'était du bronze, déjà. c'est ça. C'est lourd, hein. C'était du cuivre et de l'étain, il me semble. hein. Non, alors ça, c'est du côté de Chypre. Ici, c'était du cuivre mélangé avec de l'arsenic. Ah bon, ils avaient de l'arsenic en Sardaigne. Et il le coulait, mais avant ça, il faisait un petit trou tout au fond. Et lorsque le mélange coulait, en fait, ça faisait fondre la cire qui s'échappait. Et une fois que c'était solide et sec, il cassait l'argile et on découvrait ainsi le petit bronzetto. Eh ouais, nos belles statuettes. Elles sont vraiment jolies. Hein. Tu sais quoi? Quoi? Je crois que je vais prendre le guerrier, je vais te donner l'archer. Tu crois? À tout fin de compte, non, je vais te laisser. Le guerrier, et puis je vais te l'offrir. Tiens, ça me fait plaisir. Bon, mais ça, c'est un joli cadeau. Voilà. Ben, moi, je garde le reste. Hein. Et le commandante. Mais ça, c'est un très bon choix. Parce que le travail est vraiment très très fin, très bien réalisé. Là. Ces statuettes de bronze sont les seuls témoignages concrets évoquant les habitants de ces villages nuragiques. Elles ont été pour la plupart trouvées dans des dépôts funéraires ou au fond des fontaines, placées là comme offrandes. À Santa Cristina, la fontaine sacrée épouse la forme d'une serrure, comme si elle ouvrait une porte vers un monde secret, probablement magique. Bah, Paul, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Eh bien, je regarde le fond du puits. Et en même temps, je vois très bien le niveau de l'eau. Il y en a haut. C'est vraiment un chef-d'œuvre, cette fontaine. Hein. Ici, tout est beau. Fontaine, nourag, village. Parce qu'à Santa Cristina, tout est sacré. Et moi, je vais en profiter pour plonger mes bronzettes dans l'eau miraculeuse. Mais tu crois vraiment qu'ils peuvent revenir à la vie? » ? « Évidemment.
Alors, pour la première fois, je vais rendre la vie aux bronzés. Car ici, cette fontaine est un lieu très important. La contrée manquait énormément d'eau et tout ce qui était lié à l'eau et aux fontaines était sacré. Et on y pratiquait un tas de sortes de rites avec les bronzés. Attends. Pourquoi pas celui-là? Pourquoi le guerrier et pas l'archer en premier? Et pourquoi pas le capo, le chef? C'est lui qu'on plonge en premier dans l'eau. Ben, parce que celui-là, je trouve que c'est le plus joli. Regarde comme il est bien taillé. Tous les détails, c'est vraiment le plus fin. Ça, c'est du vrai travail d'artiste. C'est certainement le même artiste, d'ailleurs, qui a dû faire cette fontaine magique. Regarde un petit peu ces pierres. Elles sont parfaitement appareillées et elles s'emboîtent les unes dans les autres. À la perfection, sans joint. Tu te rends compte qu'ils ont fait tout ça sans outils de fer? Il n'y avait pas le fer, c'est vrai, mais il y avait le bronze. On y fabriquait aussi des outils solides et on pouvait tailler cette sorte de roche volcanique. Ça ressemble un peu à du tuf poreux, donc avec les outils, il était facile de bien les sculpter, les appareiller. Et comme tu l'as dit, c'est un chef-d'œuvre. Là, tu as les beaux escaliers, tu as un plafond inversé, en forme d'escalier, c'est magnifique. Et tu sais que c'est à l'intérieur de ces puits qu'ils ont trouvé les statuettes de bronze, les archéologues. C'est vraiment une preuve qu'à l'époque, la société sarde vouait un réel culte à ces fontaines. Et tu crois que je les ai trouvées où, ces bronzettes? Dans une fontaine similaire à celle-ci. C'est quand même incroyable, parce que la Corse et la Sardaigne sont des îles voisines. Mais ici en Sardaigne, c'est que des plaines, c'est aride et il n'y a pas d'eau. Et chez nous, c'est tout l'inverse. Nous commencerons donc par toi. Vie. Acqua sagra di vita, acqua sagra, donne la vita. Stop, tu vas le noyer. Il faut du temps. Sacrum, acqua sacrum. Das la vitas al capo. Malheureusement, cette fontaine de jouvence a vu son pouvoir se diluer dans le temps. Les antiques guerriers de bronze garderont à jamais leur part de mystère. Tout comme la civilisation qui les a produits et dont nous ne savons pas grand-chose en définitive. Pour certains archéologues, la Sardaigne a abrité une grande civilisation qui a connu son apogée à la fin de l'âge de bronze, entre 1000 et 800 avant Jésus-Christ. Les innombrables châteaux seraient le symbole de cette société forte et très structurée, où les différents groupes humains partageaient une même culture et probablement un même système politique. Mais tous les archéologues n'adhèrent pas à cette idée. Certains évoquent au contraire un paysage politique extrêmement morcelé, où chaque village est une entité à part entière, défendant sa portion de territoire. C'est ce modèle sclérosé qui, selon eux, explique l'effondrement du système au moment où émergent les colonies carthaginoises et les cités grecques et étrusques en Méditerranée occidentale. Une chose est sûre, les constructions monumentales que nous ont laissées ces communautés n'ont pas fini de nous impressionner, tant par leur démesure que leur étrangeté. Je comprends maintenant pourquoi tu disais que l'autre Nourag était petit. Et celui-là, il est carrément énorme. Gigantesque même. Et celui-ci, il a la particularité d'être unique en Sardaigne, parce qu'il est le seul à posséder un plan triangulaire. Il y avait autrefois 3 tours d'angle et la tour centrale qui culminait à 18 mètres de haut. Bon, c'est pas le plus grand de Sardaigne, parce qu'il y en a d'autres gigantesques. Mais celui-ci, c'est une véritable forteresse, au sens moderne du terme. Et je ne sais pas si tu es monté jusqu'en haut. Ben non, pas encore, c'est sombre. Il y a 3 étages intacts. Il y a le début d'un 4e. Ce qui veut dire qu'à l'époque, la tour centrale elle devait être bien plus haute et elle dominait toute la vallée. Plus haute que ça? Oui. Et en même temps, pour monter aux étages supérieurs, là, tu vas voir, c'est assez complexe. Tu as des corridors en colimaçon. Waouh! En fait, c'est un véritable palais royal, avec des tours, des meurtrières et le donjon central. Et oui, et une cour intérieure et un puits, de quoi abriter
Une famille nombreuse à l'époque et aussi une petite garnison. Et j'imagine que quand il y avait des attaques, tous les villageois devaient se retrouver ici pour se protéger, non? Et oui, en plus que le village, il n'était pas très loin, il était juste derrière la muraille. Et c'est vrai qu'en cas de danger, il rentrait à l'intérieur, il se cachait, il se protégeait, en même temps, il pouvait aussi se défendre par les petites meurtrières que tu vois apparaître par endroits. Enfin, ce qui est vraiment impressionnant, c'est quand même la taille de ces blocs. Regarde, ils sont énormes, ils sont indestructibles. Indestructible, je ne sais pas, mais il en fallait des catapultes assez puissantes pour venir à bout de cet ouvrage. Et c'est vrai qu'en même temps, il a été construit il y a plus de 3000 ans. Et je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait les réduire en poussière, à moins qu'il y ait un tremblement de terre ou je ne sais pas, moi, autre chose. Hein. Ou une éruption volcanique. Oui, par exemple. Mais alors, ce qui est bizarre, c'est que même les habitants de la région ne l'ont pas touché. Ils ne se sont même pas servis de ce Norag comme carrière de pierre. Eh bien, si tu regardes bien, il y a des blocs énormes. Et puis là, c'est comme si tu t'attaquais à une montagne, en plus dangereux. Parce que soit il fallait de la force pour aller chercher les blocs du haut, donc c'est quasiment impossible, ou soit tu attaquais par le bas, et là, tout te tombait sur la tête. Enfin, ce qui est aussi impressionnant, c'est quand même à l'époque, comment est-ce qu'ils ont pu construire un édifice pareil? À l'époque, il y avait des techniques. Hein. Ils avaient des poulies et aussi des roues de levage. Ouais. C'est l'ancêtre de la grue, tu l'imagines, avec une grosse roue et une espèce de sorte de poutre en bois avec des systèmes de cordes. Sur le sol, tu avais une espèce de grosse planche, donc tu mettais tes blocs et avec la force humaine, tu actionnais la roue qui levait en fait le bloc pour le récupérer aux étages supérieurs. Bloc par bloc. Ouais, bon, il fallait de la force quand même. Hein. Il fallait être surtout très courageux. Et oui, mais en même temps, à cette époque-ci, il y avait des pirates qui rôdaient dans le coin. Et il fallait bien construire ce genre d'édifice pour se protéger. Mais alors, à la différence de la Corse, ici, il n'y a pas de montagne. Ici, c'est des plaines et des sources en sous-sol. Quand même, chez nous, c'était un petit peu plus facile de construire ce genre de château à flanc de montagne, même en cédant des gros chaos rocheux. C'est vrai. Ouais. Tu veux voir un peu? Regarde, ça c'est comme il était autrefois. Tu vois, les 3 tours et le donjon. C'est pas mal, hein? Ouais. Et en même temps, quand tu regardes l'énergie qu'ont pu dépenser les bâtisseurs de l'époque, tu te dis vraiment que le danger devait être important. Tu es monté par là. Mais non, je t'attendais, j'avais peur. Et alors? En DM. Bon, il y a de quoi se perdre là. Et là, ils ne devaient même pas passer avec leur casque à cornes. Ils devaient rester bloqués dans les corridors. Ça, alors, c'est vraiment incroyable. Oh. Tu as vu la hauteur de cette voûte? Ah, ça, c'est un chef-d'œuvre. Là, tu vois la grande maîtrise de l'ouvrage. Hein. Maîtrise de la voûte, maîtrise de la poussée et aussi de la répartition de toutes les charges. Si tu regardes, le poids est réparti uniquement sur les côtés. Et regarde, ça c'est une technique difficile à faire aujourd'hui et à l'époque, je t'explique, hein, la technique de l'encorbellement. On mettait des pierres les unes sur les autres et on partit sur la précédente et on montait. Et tous les étages, ils sont faits de cette manière-là. Incroyable. Et regarde, il n'y a pas de pilier au centre. Et ça a permis de faire de grandes pièces sans pilier de soutènement. Et ça, c'est vraiment de l'art. Hein. Du grand art de l'âge du bronze. Ouais. Après vous, très cher. C'est rustique, ça me plaît, ça. Regarde ce bossage, là. C'est quand même très austère. Hein. Ah, enlève ton scarpe. Tu vas casser la rustique. Enfin. Tu vois, Kay, Oui. terminer notre aventure en dominant le monde sur le toit d'un ourag, c'est quand même quelque chose, hein. Oui, mais bon, on a quand même fait des choses fantastiques durant tout ce périple. Eh oui, le fromage, les bergers. Mais pas que ça. Les plages de sable blanc, les grottes, et puis ce canyon Goro qui était absolument incroyable. La couleur de l'eau, c'est vrai. Oui. Mais ce qui compte avant toute chose, c'est de réaliser
son propre rêve. Ah, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Ben, tu sais d'ailleurs, mon rêve le plus Non, fou... le mien, le rêve. Tu vois, depuis que je suis tout petit, je rêve d'une chose, c'est de visiter Bel et Nourag. Et aujourd'hui, c'est fait. Ça oui. fait de moi le plus heureux des hommes. Eh bien, moi, j'adorerais visiter les calanques de Cassis, avec toutes ces petites criques et cette eau cristalline Oui, et le la chant des Sicile, c'est cigales. mieux. Tu vois, gravir les volcans, l'Etna, le Stromboli explosif. Ça, oui. Ça peut être Et pas le mal. plus grand des voyages, Les Baléares, Ibiza, Non. Palma de Majorque. Saint-Jacques de Compostelle, le voyage initiatique, avec mon bâton de pèlerin et le collier de coquilles. Et là, sans Paul, je me lèverai au plus haut des cieux. Ah, mais moi, j'en ai plein des rêves, j'en ai tellement. Et moi, j'en ai d'autres. Hein. La sagesse, par exemple, et l'élévation de l'âme. Karine. On dit que le voyage forme la jeunesse, parce qu'il est une ouverture sur les autres autant que sur soi, qu'il dénoue l'esprit et donne confiance en ses capacités, qu'il force à dépasser ses limites et à repenser le monde et la place qu'on y occupe. Et je suis moi aussi convaincue par toutes ces vertus du voyage. Le voyage est une découverte de soi, un moyen de se recentrer sur les choses essentielles, une quête intime vers la délivrance. Et comme tu le dis si bien, Karine, cette traversée de la Sardaigne d'est en ouest a été l'occasion de multiples découvertes, tout aussi étonnantes qu'insolites. Des découvertes qui forcent à l'humilité, tant ce monde regorge de mystères, à l'image de ces énigmatiques nourags qui défient l'imagination des hommes depuis plus de 3000 ans.